Et on retrouve en même temps la recherche d'un minimum de silence, c'est une autre nature dans l'effort des pouvoirs publics pour lutter contre la gêne que cela occasionne. Nous écoutions Mireille dans son appartement. C'est un souci qui est encore très très présent dans les HLM, dans les tours, etc. Et donc il y a une continuité évidente à cet égard. Et pourtant, on a l'impression que au XIXe siècle, la lutte contre la pollution sonore, et au XXe aussi, a pris du retard par rapport à la lutte contre les autres formes de pollution ou de gêne, nées en particulier de l'évolution économique. Je crois que les aspects de la pollution qui sont les premiers dénoncés, ce sont les aspects d'une pollution qu'on va appeler olfactive. On se plaint des mauvaises odeurs dans la France du XVIIIe siècle, alors que l'on ne se plaint que très peu des bruits gênants, sauf, comme nous le disions tout à l'heure, dans des milieux qu'on peut appeler intellectuels. Pourtant, il y a un arsenal législatif qui repose essentiellement sur un texte de Napoléon, de 1810, modifié en 1811. Donc toujours lui partout. Lui partout, qui aurait permis de juguler, au moins en partie, les bruits occasionnés par les manufactures, comme on dit à cette époque. Il est très peu appliqué, ce texte, au nom de l'efficacité économique. Si on lutte contre le bruit, on supprime des emplois, on supprime des approvisionnements, et le souci de lutter contre le bruit vient très tardivement sur le plan législatif, à une période qui est presque contemporaine. Mais je crois qu'il faut dire ici qu'il y a une modification des manières d'habiter qui, peu à peu, de manière très, très lente et sans qu'on s'en aperçoive forcément tout de suite, habitue le locataire d'un appartement à être plus sensible au bruit. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on commence dans certaines villes à utiliser le plâtre. Le plâtre pour en faire des plafonds, pour en faire des cloisons. Et c'est tout autre chose que des plafonds de latis de bois, et c'est tout autre chose que des cloisons de planches de bois. C'est un luxe aristocratique et bourgeois, mais qui prépare le XXe siècle, le XIXe et le XXe siècle, au moins pour les régions, Paris par exemple, qui sont proches des lieux où l'on trouve du gypse pour fabriquer du plâtre. Comme toujours dans ces domaines, il y a une double évolution. Une évolution du bruit en termes concrets, en termes matériels, et puis une évolution du seuil de tolérabilité de ce bruit. Voilà, et on essaye de juguler, comme je disais il y a un instant, mais la technique, les progrès, entre guillemets, techniques sont souvent en avance, sont presque toujours en avance par rapport à la législation qui essaye de juguler l'importance de ces bruits. Vous avez raison de dire que la résurgence d'un effort législatif pour lutter contre le bruit est très récent. Au fond, on trouve que dans les années 1980, on a le sentiment qu'il y a une sorte de courbe de vitesse entre deux réalités de ces années 80. D'un côté, une réelle volonté de réduire le bruit, quand cette réduction de surcroît peut générer une économie d'énergie, et puis d'autre part, une évolution technologique qui provoque l'apparition de nouvelles sources de bruit. Il y a des étapes, évidemment, dans cette lutte. Il y a l'invention du couloir, à l'extrême fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui isole les pièces, qui permet de s'isoler à l'intérieur d'un appartement. Dans les années 1960-70, quand on vous vendait un appartement, on vous expliquait qu'il y avait un coin par an, n'est-ce pas? Il y avait une sorte de séparation entre l'entrée et puis les chambres des enfants qui sont réputées bien dormir, n'est-ce pas? Et puis le coin par an qui est derrière une porte et d'autres cloisons. De nos jours, pour des raisons cette fois moins législatives que réglementaires, il y a une bonne isolation des appartements construits depuis 5 ans à peu près, mais pas avant. Le problème du bruit, c'est de façon très frappante, souvent concentré sur certains cas, par exemple celui des voisins des aéroports depuis quelques années. Écoutez cette archive, cet extrait d'une émission d'Interactualité du 28 novembre 1966.
Madame Chauvin, c'est impressionnant cet avion qui passe juste au-dessus de votre maison. C'est plutôt gênant parce que il est vrai qu'on ne peut pas. Et encore celui-là, il n'est pas peut-être tellement fort. Encore l'hiver, ça passe parce que vous vivez les fenêtres fermées, les portes fermées. Bon, mais l'été, vous ne pouvez pas profiter de votre jardin parce que c'est abrutissant. Toutes les 2 ou 3 minutes comme ça. C'est à ce point, monsieur, vous ne pouvez vraiment pas profiter de votre jardin. Oh, nous sommes extrêmement gênés. Oui, les enfants ne peuvent pas rester dehors pour jouer par moment quand les avions, surtout les avions à réaction, passent. Et c'est énorme comme bruit, surtout au moment du décollage. Le moment du décollage, c'est terrible. Quelle altitude ont-ils ces avions lorsqu'ils passent au-dessus de votre maison? On peut évaluer une centaine de mètres au-dessus de la maison et lorsque vous regardez vers l'aéroport, ils sont à peu près à une trentaine de mètres au-dessus des maisons. Madame, est-ce que vous travaillez? Non, madame, je reste chez moi. Donc, vous entendez ces avions toute la journée? Ah, toute la journée, j'y ai droit. Oui, enfin, moi et puis tout le monde, quoi. Toutes les personnes alentour, quoi. Est-ce que vous pensez que ça peut quand même provoquer des troubles? Bah, c'est-à-dire que oui, ça peut surtout, c'est énervant parce que, par exemple, je vois par exemple le petit va rentrer là. Bon, il va me raconter ce qu'il a fait à l'école. Ne serait-ce que déjà aussi pour les enfants à l'école. Vous croyez que c'est agréable pour la maîtresse de s'arrêter toutes les 2 minutes? Parce qu'elle peut pas parler. Elle est obligée, parce que les avions leur passent juste au-dessus de l'école. Bon, quand vous entendez un bruit infernal, elle est obligée de s'arrêter. Ou alors, si elle continue, elle va crier. Elle va hurler, donc elle va s'énerver. On ne parle plus, on crie. Si les fenêtres sont fermées, les vitres tremblent, vous avez la verrerie dans les placards, vous avez le lustre qui tremble aussi. Ah, c'est gentil. Alors nous sommes là, Jean-Pierre Guton, à l'extrême pointe de la nuisance sonore, de l'exigence d'une protection phonique. Comment réagissez-vous à cet extrait? Je crois que cet extrait est déjà daté, que les bruits peuvent être plus graves encore de nos jours, même si une réglementation, bien sûr, se met en place. Est-ce qu'il ne faut pas aussi ajouter que depuis une dizaine d'années, en gros, on essaye de lutter contre le bruit grâce au bruit et d'opposer des bruits de fréquences différentes, par exemple pour rendre à peu près imperceptibles les déplacements d'un sous-marin nucléaire, par exemple pour insonoriser les classes premières d'un certain nombre de compagnies aériennes, et il y a sans doute là un gisement technologique, comme on dit de nos jours, qui est d'avenir et qui risque de nous mettre dans un tempo qui est celui des avancées techniques. Or, on a dit il y a un instant, les avancées techniques, elles sont toujours plus rapides que la technologie. Alors si on est optimiste, on peut dire qu'à partir du moment où on utilise le bruit pour lutter contre le bruit, on va peut-être retrouver ce tempo qui permettra de suivre l'évolution des pollutions. Eh bien, ce sera une façon de conclure de façon optimiste. Si on est incertain sur les effets de la législation, on peut, à vous entendre, faire confiance à la science. Il me semble. Je voudrais donner le titre de votre livre sur lequel nous avons fondé cette conversation. Jean-Pierre Guton, Bruit et son dans notre histoire. C'est un livre qui est paru aux Presses universitaires de France en 2000. Et puis je signale que plus récemment, chez Belin, vous avez publié un livre sur un thème différent, les dévots du XVIIe siècle et la société française. Ils étaient bruyants, ces dévots? Ils ont beaucoup parlé du silence. Ils ont beaucoup recommandé le silence. Je rappelle que Concordance des temps est désormais diffusée 2 fois, le samedi de 10h10 à 11h et le dimanche de 16h30 à 17h20. Je rappelle aussi que les internautes peuvent toujours réécouter cette émission pendant une semaine sur le site de France Culture. Samedi prochain, eh bien, je recevrai Robert Frank et nous parlerons du référendum sur le traité de Maastricht en 1992. L'Europe en oui ou non, déjà. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et avec Patrick Molinier, Jean-Michel Després, Meryl Moneghetti, Antoine Vuilloz et pour les Archivina, Florence Dartois.